retenir une certaine émotion parce que nous avons aujourd'hui un homme très illustre, très célèbre, qui fait l'objet d'affiches 4x4 sur toute l'île. C'est M. Eddie Marajo, caméra sur lui, Eddie Marajo, c'est la star c'est lamentable. La star de télévision. Non, ceci étant dit, c'est un bon camarade, un bon ami qui nous fait le plaisir de prendre de son temps pour venir nous aider. Daniel Barceline, bonjour. Bonjour. Emmanuel Derina, Bonjour. Christian Boutin et moi. Jingle. Il y a quelque chose, dis-le, et ensuite tu vas traiter de son sujet. Permettez-moi de saluer la performance de notre équipe de Begin Jazz Collective, parce que nous sommes au festival de Marie-Galante, avec une formation musicale que nous avons créée il y a 5 ans, et qui perdure à exprimer, si vous voulez, notre productivité dans des grands festivals du monde. Bravo. Donc c'est vendredi soir, Begin Jazz Collective, Bravo. à Marie-Galante, terre de blues. Très bien. En attendant, Edith, tu vas nous parler de la sécurité sociale, c'est un sujet que tu aimes beaucoup, qui est important pour les Martiniquais, mais malheureusement de l'aspect un peu sombre du déficit persistant au niveau national, et puis on va faire naturellement une incursion dans notre île chérie. Très bien, je te remercie de ce genre de sujet. Ça va me faire encore des potes. Je peux déclarer tout de suite que certaines de mes entreprises doivent de l'argent à la sécurité sociale. Donc les mecs, molly, ne prenez pas ça personnellement. Ouais. Voilà. Alors, on va d'abord expliquer aux gens ce qui se passe. La France est un pays merveilleux qui a créé un système merveilleux qui s'appelle la sécurité sociale, à la fois pour que vous ne puissiez pas payer le médecin, pas payer le laboratoire, pas payer vos médicaments, et surtout pour que vous puissiez avoir une retraite. Formidable. Bon. Et puis que vous touchiez votre salaire même si vous êtes malade. Bon, ben ça n'existe que dans à peu près une dizaine de pays dans le monde. Fabuleux. Et on dit merci à la République française. Enfin, je dis ça pour tous les mecs qui veulent se barrer. Il faudra quand même inventer un nouveau système. Bon, alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne uniquement sur ce qu'on appelle des cotisations. Donc, ça se passe sur le salaire. Et puis, ça se passe toujours sur le salaire, mais là, ce n'est plus les salariés qui cotisent, ce sont les patrons qui cotisent. Bon. Tant qu'il y avait beaucoup de salariés et beaucoup de patrons, et peu de retraités et peu de gens malades, ça fonctionnait bien. Il y avait même un paquet d'argent. Un bonus. Un bonus. Et puis, à partir des années 90, il y a eu des départs à la retraite massifs, donc moins de cotisations. Il y a eu des périodes de chômage, donc moins de cotisations, des crises économiques. Et là, il y a eu moins d'argent qui rentrait que d'argent qui sortait. Bon. Les bonnes questions sont les suivantes. Est-ce que si on augmente les cotisations, le problème va se régler? Réponse, non. Est-ce que si on réduit la fraude, parce qu'il y a une fraude massive, plusieurs milliards d'euros de gens qui trichent, est-ce que si on élimine la fraude, ça va se régler? Non. Pour quelle raison? Parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite et de moins de gens qui vont cotiser. Bon. Donc la solution, semble-t-il, on va vers ça, parce que c'est le cas dans la majorité des pays occidentaux, c'est de dire, au lieu de baser ça uniquement sur des cotisations liées au travail, on va faire entrer d'autres revenus, en particulier des revenus directement versés par les gens en dehors de leur travail, c'est-à-dire sur leur épargne. Ils vont épargner pour avoir une retraite et puis pour pouvoir combler le trou de la Sécu. Et puis, on va faire entrer d'autres revenus qui sont liés non plus au travail seulement, mais à la bourse, à l'impôt, à toutes sortes de ressources financières. Bon. Ceci étant dit, les syndicats français sont hostiles, hostiles à cette situation, parce qu'ils disent la chose suivante: à partir du moment où ce n'est plus le travail qui est le potomitan du système, eux perdront leur pouvoir. Ils nous échappent. C'est fini. Bon, parce que si c'est la bourse, si c'est le grand capital, c'est terminé. C'est l'impôt, c'est l'État. C'est l'État, voilà. Donc, cette espèce d'autonomie liée au fait que ce soit le travail va disparaître. Alors, venons-en à la... Alors bon, c'est 10 milliards d'euros de déficit. Vous allez me dire 10 milliards d'euros, c'est une plaisanterie, puisque le budget de l'État français, c'est 400 milliards.
La dette française, c'est 3 000 milliards. BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire de fonds privés, c'est 6 000 milliards. Enfin, bon, donc 10 milliards, c'est une plaisanterie. Bon, ah ben non, c'est pas une plaisanterie parce que c'est le sommet de l'iceberg qui cache un déficit structurel. Alors, venons-en à la Martinique. Alors, la Martinique, évidemment, grosso modo, la Sécu doit emprunter 7 ou 10 millions d'euros par jour pour pouvoir payer les prestations. Donc, ils empruntent au national. Voilà encore un petit message pour tous les gens qui veulent se barrer, parce que ce n'est pas les cotisations des Martiniquais qui assurent le versement des prestations des Martiniquais. C'est comme le sang. OK? Bon. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de dire des conneries. Donc, là, l'idée est la suivante. C'est que la sécurité sociale martiniquaise est structurellement déficitaire. Ça, on va pas changer. Ça ne peut pas changer, y compris quand on va rentrer ce que les communes, les entreprises, les associations, en fait, tous les employeurs ne payent pas à la Sécu. Il y en a pour 1,8 milliard d'euros d'impayés. Un truc colossal. Bon. Même si on rentre ça, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on fait rentrer en compte les tricheries qui ont eu lieu pendant des décennies À quel niveau? à la sécurité sociale. Fausse déclaration. Fausse... Alors, je vais vous raconter le système. Bon, il y a plusieurs piliers. Et alors, je n'invente rien. Le directeur actuel de la sécurité sociale est un type d'un courage absolu. Qui s'appelle? Monsieur Rigobert Maclou. Et il a été envoyé pour éteindre l'incendie après plusieurs types qui ont fait des choses plus ou moins moyennes. Et lui, il a du courage parce que, il a reçu des menaces de mort, parce qu'il a interrompu un système. Alors, c'était quoi le système? C'est pas très compliqué. Hein. Premier pilier, vous passez des marchés de services, c'est-à-dire traiteurs, informatique, jardinage, entretien. Attends, un petit point d'ordre. À partir de maintenant, tu assumes totalement ce que tu vas dire. Ah, mais écoutez, c'est pas très compliqué. Non seulement je l'assume, parce que je l'ai déjà dit, puisque je l'ai interviewé dans une émission, mais surtout, je ne fais que lire un rapport de la Chambre régionale des comptes. D'accord. Comme vous. Non, mais Okay. c'est bien que tu précises ça. Oui, non, mais il vaut mieux, parce que de toute façon, j'ai déjà suffisamment de potes comme ça. Non, mais c'est un préalable indispensable à la compréhension. Oui, surtout à l'ouverture du procès pour diffamation. Ouais. Voilà, donc, comme s'ils reprendront l'émission. Alors, l'idée, c'est que la Chambre régionale des comptes met en exergue une mafia à l'intérieur de la sécurité sociale qui a organisé la création d'un système de marché sans mise en concurrence. Il y en a pour des millions d'euros, qui a mis en place un système, on va dire, de non-remboursement des feuilles de maladie. Ils ont trouvé un endroit à Trinité où il y avait 27 000 feuilles de maladie non remboursées. Stockées. Bon, il y en a d'autres, hein, peut-être, on ne sait pas. Ça, la Chambre régionale ne le dit pas, mais mes informations à l'intérieur me le disent. La création de faux bénéficiaires de la CMU, fabuleux quand même. Bon, il y a eu ça à la CTM récemment. C'est des faux bénéficiaires d'aide au handicap. Pour l'instant, ils sont, je crois, à 8 millions d'euros de détournement de fonds. Mais là, au total, alors nous, on a additionné sur 15 ans le système. Il semblerait, donc là, j'emploie le conditionnel, il semblerait que le montant des détournements de fonds publics, puisque c'est l'argent des Martiniquais, ait atteint environ 30 millions d'euros par an pendant 15 ans. Donc faites le calcul. Ok, c'est monstrueux. Et ce type, Rigobert Maclou, se bat au quotidien pour que le système s'arrête. Parce que ça continue. Alors, je vous parle des conséquences judiciaires. Il y a des gens qui ont déjà été convoqués par le SRPJ. Les syndicats ont porté plainte. La direction générale a porté plainte. Le CSE a porté plainte, c'est-à-dire les salariés. Et il y a un certain nombre de gens qui ont déjà été avertis. Alors, il y a le summum, le pompon, c'est les gens qui étaient à l'origine de ça ont négocié leur départ. Formidable. Et ils ont obtenu les plus grosses indemnités jamais versées à la sécurité sociale en France depuis la création de la Sécu. Fabuleux. Mais peut-être que ce faisant, la sécurité sociale y gagne plutôt que de voir le système continuer. Ah, oui, mais bon, c'est fabuleux. Je vous demande d'arrêter cette litanie. Parce que vous nous donnez le frisson. Et on est une émission pédagogique, mais ça fait partie de la pédagogie de la corruption. Petite information intéressante.
Je dis ça pour tous les gens qui gèrent les systèmes de protection sociale dans ce pays. Il n'y a pas que la Sécu. Moi, je vous donne un petit conseil, faites très attention. Je parle des autres, je ne vais pas les citer, mais les autres organismes de gestion De fond. de fonds, de retraite, etc., faites très attention. D'ailleurs, vous verrez bientôt une interview, pas sur cette chaîne malheureusement, mais un jour ça arrivera, de la présidente de la SOPAMA qui déclare qu'elle a porté plainte contre un organisme de gestion des retraites. D'accord. Voilà, Affaire à suivre. affaire à suivre. Alors, moyen, on va dire, ce qu'on va dire maintenant ne va pas être très terne et très blafard et très tristounet, mais enfin, nous faisons une émission pédagogique et la pédagogie souvent n'est pas excitante comme le voudraient la plupart des téléspectateurs. Pardon. Nous allons parler de la TVA sociale, j'en perds mon latin, la TVA sociale qui est envisagée, qui a été du bout des lèvres par le Premier ministre pour compenser le déficit normal, hors corruption, de la sécurité sociale française. Oui, alors, et ça, il a été encouragé peut-être aussi par le président de la République qui a mentionné cette question de la TVA sociale. Et effectivement, encore une fois, la protection sociale, c'est ce dont Eddy a parlé, c'est-à-dire la santé, la retraite. C'est-à-dire que c'est la vie quotidienne des personnes. Hein, et tout le monde sait que c'est en déficit. Donc tout le monde essaye de chercher, de trouver des solutions. Donc la TVA sociale qui a été avancée, c'est quoi? La TVA sociale consiste à dire, on va flécher, c'est-à-dire la TVA, quand vous consommez, on prélève de la TVA. Et donc de considérer qu'une partie du produit de cette TVA serait affectée à combler le déficit. Alors, je précise qu'il est prévu aussi une diminution des cotisations employeurs pour pouvoir alimenter en quelque sorte la source pour pouvoir reverser pour combler le déficit. L'inconvénient, c'est que ça touche tout le monde à ce moment-là et que les syndicats, ce qu'ils objectent, c'est que les personnes qui sont les plus vulnérables sont les personnes qui seront les plus touchées. Parce qu'elles consomment. Elles consomment. Oui. Et c'est les revenus les plus faibles et les personnes les plus vulnérables qui vont voir augmenter... Logique. Donc, c'est problématique. Mais quand on ramène à nous, en Martinique, ben on ramène à la problématique de la vie chère aussi. Parce que d'un côté, on va vouloir éteindre un incendie, mais on va en allumer un autre. Puisque si la TVA... Par ailleurs, on s'est engagé à baisser sur certains produits, mais si ça augmente par ailleurs, il y a un problème. Donc la question en fait qui se pose, c'est de savoir d'abord si les solutions applicables dans nos territoires ne doivent pas être différenciées, d'une part, et deuxièmement, d'avoir une approche plus globale, peut-être en matière de règlement des déficits. Et ça, c'est parce que le système à la fois de diminution, nous sommes, par exemple, nous bénéficions de la LODEOM. La LODEOM a accordé déjà une baisse de cotisation pour les employeurs pour permettre de compenser les handicaps liés à la situation, etc. Mais on dit que le résultat n'est pas au rendez-vous. On pourrait peut-être se demander s'il n'y avait pas eu, si ça ne serait pas pire. Parce que quelquefois, s'il n'y a pas de résultats très positifs, mais peut-être que les résultats négatifs auraient été plus importants. Mais ensuite, le système est complexe. Et donc, il faudrait peut-être essayer, pour avoir une vision à la fois plus globale et plus simplificatrice, pour avoir un vrai statut, en fait, du règlement de la question sociale à la Martinique. Et donc, nous appliquer ce que notre statut politique permet, ce qui, indistinctement, ce qui serait décidé au national, peut avoir des conséquences pour nous plus importantes. Donc ça nécessite un affinement de l'application des textes. On peut se poser la question s'il y a vraiment cette vision de la part de nos politiques, qui sont quelquefois plus dans la posture et dans les discours que dans l'approche, je dirais, objective. Hein, et c'est tout. C'est objective réelle de la problématique pour proposer
des solutions qui soient opérationnelles. C'est méchant ce que tu viens de dire. Ils sont sympathiques, nos élus. Moi, je Et en les plus, aime bien. ça a l'air d'être définitif. Ouais, oui, justement. Sa pensée, à mon avis, tu leur est laisses figée une dans le chance, quand marbre. même. Il y en a quelques-uns On les qui sortent connaît, du on lot. est en classe avec eux. Je comprends, mon côté. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Hein. Ouais, voilà, merci. Jingle, société. Des noms. Alors, Serge Romana a prononcé un discours lors de la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage le 23 mai à Saint-Denis. À Saint-Denis, pas à Font-Saint-Denis, à Saint-Denis, région parisienne. Décrypte, analyse ce discours. C'est intéressant de revenir sur le travail de Serge Romana en matière de stratégie mémorielle. C'est le combat de sa vie. Alors Serge Romana, c'est une personnalité forte. Hein, il est chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades. C'est un généticien de haut rang. C'est une sommité. C'est un professeur. Exact. Et c'est quelqu'un qui est de tous les grands combats pour nos territoires. Il était notamment en pointe sur le Covid. Et Serge Romana, il a un passé militant très fort et il s'est appuyé sur ce passé militant pour construire un raisonnement qui n'a pas cessé d'évoluer, de se sophistiquer avec le temps. Et sa conviction, donc, d'abord, il est parti d'un constat très simple que tout le monde peut faire, qui est de dire le drame de la mémorielle de nos populations, c'est qu'elles sont issues d'un passé extrêmement douloureux, où les hommes et les femmes étaient privés de liberté d'une part, mais surtout privés de mémoire. C'est ça son point de départ. Et donc, il n'a eu de cesse de reconstituer une mémoire de manière à réinscrire les habitants issus de l'esclavage, de la période de l'esclavage, de leur redonner des aïeux, c'est le terme qu'il emploie, et il l'a fait à travers, on va dire, 3 grands axes. Le premier axe, avec son épouse Viviane Romana, qui est psychiatre, il a entrepris pendant près de 20 ans des rencontres, des groupes de parole, où près d'un millier de groupes de parole ont été organisés, réunis pour permettre à chacun de dire ce qu'il avait dans le cœur, dans le ventre, etc. Il y a eu plus de 200 000 histoires qui ont été délivrées, qui ont été répertoriées, qui ont été analysées. Donc c'est un substrat très important de cette parole libérée dans les groupes de parole sur le sujet. La deuxième chose, il a œuvré pour qu'une date nationale soit reconnue comme étant une date mémorielle, qui est la date pour célébrer la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est le 23 mai, date nationale. Ça, on lui doit cette date. Il avait fait une grève. Oui, absolument. Et puis, c'est parti il a été d'abord président d'une association qui s'appelle CM98. Donc, c'était en 98 où il a réuni un certain nombre d'ultramarins à Paris. 90 000. Et en fait, il pensait réunir au départ quelques centaines d'individus. Et puis, il y en avait 90 000. Et c'est là qu'il a pris conscience de l'ampleur de cette population, de cette diaspora, et de cette volonté de construire quelque chose. Et donc, c'est à partir de là que son travail a commencé. Et puis, le troisième volet qui est le plus important, c'est le travail de généalogiste, puisque pendant 20 ans, il a fouillé toutes les archives, il a interrogé tous les documents disponibles, de manière à rassembler les pièces qui ont permis, in fine, d'établir une liste donc, de 200 000 noms, qui est la liste en réalité des esclaves qui sont passés d'un numéro de matricule à un nom. Donc ces esclaves nommés. D'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Et il avait cette intuition assez géniale de dire il faut que chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen, chaque Réunionnais puisse donner un prénom et un nom à son aïeul libéré et de l'identifier pour pouvoir mieux commémorer, louer sa mémoire. C'est ça, de manière à dire en gros, enfin j'essaie de reprendre ces termes, je vais peut-être le dire pas avec beaucoup d'adresse, mais de dire la souffrance de l'esclavage est portée par des gens qui ont un nom, qui sont identifiés, et il faut que cette souffrance soit portée par des gens qui ont fait ce travail de transition. Et c'est pour ça qu'il veut obtenir, et qu'il a obtenu, c'est là on voit encore son immense travail
diplomatique, d'influence. Il a obtenu du président Macron qu'un mémorial soit érigé au Trocadéro avec les 200 000 noms. Donc ça va se faire, là on est maintenant dans la phase logistique de mise en place de ce monument. Donc on a à peu près 3 ans devant nous. Ça peut se faire dans le meilleur des cas dès 2026, plus vraisemblablement vers 2028. Mais la machine est lancée et c'est quelque chose qui est très important puisque son idée, encore une fois, c'est de redonner des aïeux aux populations issues de l'esclavage. Et c'est un travail très profond qu'il a vraiment creusé avec son épouse Viviane, qui a été aussi très active dans cette réflexion intellectuelle, qui est de dire un peuple sans aïeux, un peuple sans mémoire est un peuple perdu. Et donc c'est ça le travail de sa vie, c'est de redonner de la mémoire, redonner des aïeux à nos populations. Oui, tout à fait d'accord. Oui, est-ce qu'on peut profiter, bien entendu, tout à fait, j'adhère tout à fait, mais faire un petit coucou à la Marichfa en Martinique, qui fait un travail considérable, qui fait d'ailleurs partie du comité de pilotage qui va pour le mémorial, mais qui fait un travail extraordinaire à la Martinique. Je vais juste citer peut-être une phrase dans son discours qu'il a prononcé le 23 mai, que je trouve, qui résume assez bien sa démarche. « Ainsi, nous avons quitté le côté obscur de la force, celui du ressentiment, de la haine, de la victimisation, pour bâtir, à partir d'une mémoire renouvelée, non triste, un récit et une identité fondés sur nos petites histoires familiales intégrées à la grande histoire. » Ce que je voudrais ajouter à ça quand même, c'est que donner comme quasiment date de naissance mémorielle l'abolition et le passage du matricule au nom, c'est très bien. Ça fixe les choses. Mais il ne faudra pas quand même qu'on oublie que nos ancêtres esclaves ont vaincu l'ignominie, l'adversité par leur marronnage, par leur combat, par leur fuite et par leurs insurrections. C'est vrai qu'il faut évoquer ça sans ressentiment. Il faut évoquer ça en le contextualisant. Mais il ne faudrait pas que l'on croie que, comme M. Macron a pu l'écrire, et il y a eu une sorte de confusion entre eux et moi à ce sujet pour des articles que j'ai écrits dans le magazine Antillais, entre Romana et puis d'autres membres de la Fondation Nouvelle. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je trouve que c'est extraordinaire ce que Serge Romana a fait, puisque une autre association que je préside ici a l'intention de réaliser un projet qui s'inspirera fort du Trocadéro. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il ne faut pas que l'on décide que jusque-là, que la République est généreusement accordée, parce qu'il y a quand même eu Haïti, il y a quand même eu, on en a parlé à la dernière émission, il y a quand même eu des insurrections, des marronnages, des empoisonnements, des combats, des luttes, des prises de conscience de l'esclavagisation. Les nègres n'étaient pas totalement terribles et corvéables, et ton numéro spécial d'historial l'avait bien montré. Il faut que ça soit très clair. Mais seulement, il faut qu'on évoque cette partie, je le dis, sans ressentiment, en reprenant ces mots, juste au mot de la phrase que tu as citée, sans ressentiment, sans aigreur, parce qu'on sait d'où vont nous aller. Continuité territoriale, l'État face au défi de l'égalité entre la métropole. Comme tu as la parole, tu me laisses enchaîner alors. On te la laisse. Alors, la continuité territoriale, c'est vous vous souvenez, le débat qui a animé notre petit territoire au dernier trimestre 2024, autour de la vie chère, a fait... Ça, c'est un euphémisme, pas en fait. Petit débat. C'est poétique. Voilà, et qui a fait ressortir plusieurs pistes d'action concrètes pour pouvoir baisser le coût de la vie. Et alors, on ne va pas revenir sur l'étalage de toutes les solutions, mais le grand principe, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y avait une grande idée simple pour pouvoir faire en sorte que l'accès des biens et des services corresponde exactement à ce que peuvent obtenir les Français de l'Hexagone, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une seule, c'est ce qu'on appelle la continuité territoriale. En gros, il faut accepter l'idée simple que s'il y a des surcoûts chez nous, c'est simplement dû au fait de la distance. Voilà, il faut accepter clairement cette simple idée, parce qu'on a une caractéristique géographique distincte des autres territoires de France. Et donc,
La marchandise qui doit faire 8000 km, forcément, elle paye un billet 8000. d'avion, elle paye 8000. 8000 km, elle paye un billet d'avion, elle paye un billet de bateau, et ça coûte plus cher, et donc ça se répercute sur le prix. Et puis la deuxième idée, c'est qu'on est des territoires qui restent petits, contrairement aux territoires de France hexagonale qui, eux, sont naturellement reliés au reste du grand territoire. Donc ça coûte de l'argent. Et donc la République, qui a instauré de grands principes, notamment le principe d'égalité, si elle devait assumer cette valeur républicaine, eh bien, elle se doit de se donner les moyens pour que l'ensemble de ses enfants bénéficient des mêmes droits d'égalité. Et donc, c'est ce qu'on appelle la continuité territoriale. Alors, voilà, donc l'égalité passe par l'accessibilité. Alors, ça peut être en subventionnant les voyages les plus essentiels, ça c'est un élément de continuité territoriale, mais ça peut être aussi en subventionnant le voyage des marchandises pour qu'ils puissent arriver ici à moindre coût. C'est bien évidemment une mesure structurelle de lutte contre la vie chère. Je vais vous reprendre une phrase que j'ai entendue pendant les débats, notamment les grands distributeurs qui disaient « Donnez-nous les mêmes prix de revient que dans l'Hexagone, vous aurez les mêmes prix de vente que dans l'Hexagone. » Ça, c'est du bon sens. Si les prix de revient étaient les mêmes ici qu'à Paris ou qu'à Bordeaux ou qu'à Nice. Définis un prix de revient. Le prix de revient, c'est ce qui coûte de l'argent avant même de vendre le produit. C'est-à-dire, c'est l'achat du produit. Et puis, c'est tous les frais qui se rajoutent. Les taxes. Et qui sont des frais composés. Les taxes, la TVA, l'octroi de mer, le fret, les coûts logistiques, etc., le stockage. Donc ça renchérit le coût. Et avant de définir un prix de vente, il faut déterminer ce prix de revient. Ce que font tous les commerçants du monde entier. Eh bien, nos prix de revient à nous, ils sont à peu près 50% plus élevés que les prix de revient qu'on retrouve dans l'Hexagone. Donc c'est ça le mécanisme. Donc les commerçants disent, donnez-nous le même prix de revient et vous aurez les mêmes prix de vente. C'est aussi simple que ça. C'est ça la continuité territoriale. Attends, je t'arrête là. Ça veut dire que concrètement, si on veut contrôler, vérifier réellement la véracité de ce qui est dit, on demande à chacun de ces opérateurs de donner un exemple de marchandise dont on va suivre le périple. Oui. Donc on prendra le prix départ contrôlé par les services de l'État sans ambiguïté. On prendra le prix du transport, le prix du fret, le prix des multiples parties intermédiaires qu'ils ont inventés, qu'ils ont créés pour augmenter leur marge. On verra également ces fameuses marches arrière. On verra le prix du fret. Ça va arriver ici. On pourra le dire aux voleurs, menteurs. On pourra leur dire. Et pourquoi ça n'a pas été fait s'ils sont effectifs? En réalité, si vous lisez les rapports parlementaires, c'est fait. C'est fait de manière très précise, sauf que il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais tout ça, ça a été très transparent. Les prix de revient sont déclarés. C'est quelque chose d'accessible vérifiable, et de totalement vérifiable. Et puis les fameuses marges arrière ou les fameux étages, les fameuses 18 étapes, alors qu'une certaine pensée, alors comment dire les choses le plus sobrement possible, je veux dire... oui, dis ça. Voilà, Cool. une certaine pensée un peu démagogique. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon, une certaine pensée a voulu présenter comme étant des manœuvres pour enrichir le commerçant, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Ce sont des mécanismes qui sont nécessaires pour un commerçant d'essayer de comprimer en mettant dans son organisation ses frais. Alors, ce qui a été fait pour partie, parce que la réalité, c'est que ces fameuses 18 étapes, je pense que le plus grand intégrateur de commerçants, il n'en intègre que 3 ou 4, et non pas les 18, contrairement à ce qu'on dit. Parce que personne n'est propriétaire du bateau qui transporte, personne n'est propriétaire du portique qui décharge, etc. Ça reste des prestations extérieures. Voilà, donc c'est bien. Donc voilà, donc la continuité territoriale, c'est quand on ramène ça aux produits d'importation, c'est de prendre en charge les frais de revient. Alors ça existe quand même, puisque je vous rappelle que la Corse perçoit 520 € par habitant de continuité territoriale. Chez nous, à Martinique, on perçoit 75 € par tête. Donc quand même, cherchez l'erreur, quoi. Il y a quand même un gap. Mais pour être totalement honnête quand même, il y a quand même des contributions d'État qui sont faites dans différents secteurs, alors qui ne touchent pas forcément les prix de vente, mais je vais en citer 4. Il y a la surrémunération des fonctionnaires. Ça, c'est quelque chose qui rentre malgré tout dans un effet de continuité territoriale, que ça compense. Il faut l'intégrer. Oui, c'est intégré. Il faut aussi intégrer l'abattement de 30% de l'impôt sur le revenu. Ce sont des éléments de compensation.
Et puis, il y a deux choses qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est la péréquation sur les prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité qu'on paye en Martinique, elle est fabriquée avec des coûts de revient qui sont 2 fois plus chers que ce qui est vendu, que ce que vous achetez, parce que la nation française compense pour notre compte le surcoût pour nous garantir un coût d'électricité. Et puis, le dernier point, c'est le coût du carburant qui est réglementé pour empêcher là aussi des variations. Donc, il y a quand même des efforts qui sont partiellement menés en la matière. Tu avais pensé à cet aspect? Oui, oui, on l'a intégré. Simplement, ce que Emmanuel ne dit pas, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, c'est que ces éléments de compensation ne touchent qu'une partie de la population. C'est ça. Les 40%, c'est... OK, les 30%, il n'y a que 9% des Martiniquais qui payent l'impôt. D'accord. Donc voilà, il faut des mesures qui soient globales et qui touchent l'ensemble de la population. C'est ça. Ce n'est pas le cas. Pendant que tu as la parole, explique-nous pourquoi que la dette publique, en fait, tu me l'as souvent dit, n'est pas un véritable problème au niveau d'un État. D'une entreprise privée, oui, mais... ouais. Alors, allons rappeler ce que c'est que la dette publique. Yes. Nous, citoyens, nous allons voir notre banquier en lui disant, bon, j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter une voiture. J'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter une maison, pour financer les études de mon fils. Voilà. Donc, on emprunte, donc on a une dette à rembourser. Voilà. Ben, les États font pareil, les entreprises font pareil, les États font pareil. Alors, effectivement, quand on mesure le poids de la dette des États, c'est extrêmement faible par rapport à la dette des gens, de monsieur tout le monde, et encore plus faible par rapport à la dette des entreprises. Le cœur du marché de la dette, ce sont les entreprises d'abord, et ensuite les individus. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, c'est pas compliqué, l'État français, la dette publique, alors ce qu'on appelle la dette publique, c'est pas seulement la dette de l'État, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, c'est la dette des collectivités locales, des communes, etc. Donc, la dette de la sécurité sociale. Oui. Donc, c'est de l'argent public. C'est-à-dire, les types empruntent de l'argent pour notre bonheur, soi-disant. On a vu que, de temps en temps, c'est pour le leur. Quelques petits dérapages, mais Voilà. le principe reste Le principe reste le même, c'est pour notre bonheur, pour faire des ponts, pour faire des cantines, pour faire des routes, etc. Mais avec notre argent. Ils oublient de le dire, c'est-à-dire que c'est notre argent qui va permettre de rembourser ça. Voilà. Ah, il y a des types qui oublient ça complètement. Qui va rembourser? Vous inquiétez pas, il y a bien quelqu'un qui va payer. Moi, j'ai entendu des hommes politiques dire, il y a bien quelqu'un qui va payer. Frère, c'est moi qui vais payer. D'accord? C'est nous. Bon. Il y a des gens, et là, ça devient politique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose. Tu disais, allons essayer de travailler sur des choses objectives. Sur la TVA, par exemple. Et on passe de quelque chose d'objectif, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour rembourser ce qu'on a emprunté? Et est-ce que le poids de ce qu'on a emprunté est trop gros pour garantir la stabilité des États, des collectivités? Eh bien non, ça devient politique. Donc en fait, il y a deux familles avec des idées, mais les types, ils ne vont pas plus loin que les idées. Alors ça part dans tous les sens, et ouais, regardez, vous creusez la dette publique, vous mettez ça, vous entendez ça régulièrement, vous mettez ça sur le dos des générations futures. Bon, heureusement que les mecs qui étaient avant nous ont mis ça sur notre dos, sinon aujourd'hui on n'aurait pas d'hôpital, on n'aurait pas de route, de pont, de gestion des déchets. Donc il y a un moment, il faut arrêter ce genre de débilité, parce qu'on va l'entendre là. Il y a 3 ans d'élection, on va encore entendre des... Oui, vous avez... menacer l'avenir de nos enfants. Frère, non, on n'a pas menacé l'avenir de tes enfants. On a fait en sorte que tes enfants aient des hôpitaux, des routes, etc. Bon. Et puis, il y a une autre famille qui dit, oh, les mecs, arrêtez. Je veux dire, on nous veut bien là, quoi. Allons dérouler ça, on a besoin d'argent. Banquier, envoie-nous de fric. Parce que c'est pas ça qui manquait. En fait, on est arrivé aujourd'hui à une espèce d'explosion de la disponibilité financière. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il faut blanchir un maximum d'argent. Aujourd'hui, on estime le montant de l'argent lié aux différents trafics, dont le trafic de drogue, à 2000 milliards d'euros. Donc, les 2000 milliards d'euros rentrent, on va vous expliquer un jour, mais on l'avait déjà fait, dans les banques. Et puis, les banques ont trop d'argent. Il faut bien le placer, cet argent. Parce que de l'argent non placé dans une banque, c'est une perte, très clairement.
à cause de l'inflation, etc. Donc, un argent doit travailler obligatoirement. Donc, il y a ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que les économies d'un certain nombre de pays sont florissantes. Ce sont des pays qui gagnent beaucoup d'argent, notamment des pays du Sud, et puis en particulier la flambée des prix du baril pendant les 10 dernières années a enrichi considérablement un certain nombre de pays qui ne savent plus quoi faire de leur fric. L'Arabie Saoudite, etc. Ça veut dire que lorsque la productivité permet de payer la charge de la dette, on s'en fout. Oui, il y a trop d'argent en fait. Ouais, j'ai compris. Et donc, mais aucune de ces deux philosophies n'est raisonnable. Ouais. Vous l'aurez compris. Oui. Quelqu'un qui dit non, c'est pas la peine d'emprunter parce qu'il faut arrêter les bêtises. Et puis quelqu'un qui dit bon, alors là, porte ouverte, on y va, etc. C'est d'accord. Bon, parce que ça aboutit dans les deux cas à des catastrophes. D'accord. Parce que quand vous êtes étranglé par la dette, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas rembourser Dans la dette, il y a deux parties. Il y a ce que vous avez emprunté, Et puis, ce qu'on appelle le principal, et puis le coût de la dette. et puis Le prix de la le prix de la dette, c'est-à-dire les intérêts. dette. Il y a des pays qui n'arrivent même pas à rembourser les intérêts. OK? C'est une catastrophe. Mais ce n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Parce que là encore, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la dette difficile à rembourser. Donc, ils rachètent. Par exemple, vous devez 100. Ils viennent vous voir en disant, t'inquiète, donne-moi ça, je vais racheter ta dette, et ils vous donnent 10. Vous êtes libéré de votre dette, vous êtes content, et vous avez même gagné un peu d'argent. Et ils vont découper cette dette et la revendre à toute une série de banquiers, à toute une série de promoteurs, et ils auront gagné 50. Voilà. Et ça, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on appelle les fonds vautours, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui sont spécialisés dans le découpage de la dette. Par contre, ça c'est pour les intérêts, mais vous continuez à rembourser le capital. Hein. Ouais. Vous vous êtes débarrassé d'une partie de la dette, mais vous continuez à rembourser le capital. Donc on est là dans une espèce de lutte puissamment idéologique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne fonctionne sans le crédit. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, il y a des gens en Martinique qui disent « Ah non, on va payer l'auto à cash. Hein. » Ah ben, payez l'auto à cash, payez Kyle à cash, et puis ou arrivé. Non. Le système repose sur le crédit, mais trop de crédit détruit le système. Pas assez de crédit détruit le système, trop de crédit détruit le système. Jingle culture. Nous sommes arrivés à un point d'apogée de la réflexion et de la pensée. On va continuer vers une co-création de la politique culturelle. Ben, c'est Christian, on va te secouer un petit peu. J'avoue que je suis un peu gêné de traiter ce sujet. Je sais. Vous allez voir. Pourquoi. Je sais, c'est pour ça que je te l'ai dit, parce que nous sommes concernés, tout Christian. part, tout à fait. Tout part de protestation d'un groupe de professionnels du spectacle. Alors, quand on dit ça, le groupe de professionnels du spectacle, il faut dire quoi, qui, de quoi on parle. Donc, c'est moi qui dis, puisque l'article que j'ai eu ne me dit pas. Donc, je me dis, les professionnels du spectacle, c'est dans la musique, c'est dans le théâtre, c'est dans les arts graphiques, c'est dans le cinéma, l'audiovisuel, c'est des techniciens, c'est des sonorisateurs, c'est les gens qui font du décor, c'est des comédiens, c'est des entrepreneurs privés et publics, globalement. Globalement, c'est les entrepreneurs du spectacle. Alors, ce groupe de professionnels du spectacle a fait une manifestation il n'y a pas très longtemps et se plaint, je cite, de la baisse des subventions, donc des subventions, je pense, de la collectivité ou du secteur public. Il se plaint également de la précarisation des artistes. Alors, c'est un terme aujourd'hui qu'on utilise de manière assez large. On va voir qu'est-ce que ça peut contenir. Il se plaint du manque d'intérêt de la collectivité pour la culture contemporaine. J'ai été un peu surpris, soit pour la culture, mais pourquoi la culture contemporaine? Enfin, je vais vous dire mes réflexions. Alors, ils sont donc inquiets. Ils se veulent une force de proposition et partenaires d'une nouvelle réflexion. Leur prise de parole se veut constructive et doit contribuer à faire bouger les choses. Ils demandent une refondation de la politique culturelle. Alors, à ce titre, protestation d'un groupe de professionnels de spectacle qui demande la refondation de la politique culturelle. Ce n'est pas les mêmes choses. Hein. Donc, ce n'est pas le même sujet. Ceci étant, la CTM étant sollicitée, a répondu. Elle a mis en place 3 ateliers d'échange. Un présidé par Manuel Césaire sur les arts vivants, un présidé par Valérie Jones sur les arts visuels, et puis un présidé par un dénommé Franck Numérique sur les grands projets structurants.
Alors, FANC numérique serait le responsable de la Société publique locale d'aménagement et d'équipement. Voilà. C'est lui qui a travaillé au TCSP notamment. Voilà. Donc, ces gens-là doivent plancher sur la professionnalisation, sur la formation, sur les lieux de création, sur le soutien à la diffusion, sur les enjeux, les emplois, le rôle des institutions, la diversification et le financement. Alors, le président de la collectivité considère que ces gens-là sont légitimes pour pouvoir dialoguer avec la collectivité et considère que c'est un partenariat qui est utile pour pouvoir entrer dans un processus de modernisation et d'amplification. Bon, tout ça, on entend. C'est agréable, c'est sûr. On entend, c'est agréable à entendre. C'est agréable à entendre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'issue du travail de ces commissions, il y aura des propositions qui seront soumises à l'Assemblée plénière, qui, dans un délai de 3 mois, doit aboutir à une planification financière et structurée sur le développement culturel. Et qui va consister à faire quoi? Alors, le président, je vais te répondre, le président indique que même si cela va au-delà de notre mandat, l'essentiel est de planter les bases des fondations d'une politique culturelle amplifiée. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Alors moi, je reviens à moi, ce qui s'inspire au professionnel que je fus. Parce que je rappelle que je fus dans l'économie culturelle à travers la gestion des droits d'auteur. Et là, je porte aussi un document qui s'appelle le panorama des industries culturelles et créatives françaises au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au sein de la France, il y a effectivement une évaluation. Tout à l'heure, tu parlais de 400 milliards du budget de la France. En 2011, la culture, c'était 74 milliards. Donc près du quart. Le cinéma, la littérature, l'audiovisuel, la peinture, les arts graphiques. En 2011, c'était 1 200 000 emplois. Oui. Et on cite aussi la ventilation des marchés culturels, les arts graphiques et plastiques, premier marché culturel, le spectacle vivant, la musique, le cinéma, la télévision, la radio, les jeux vidéo et le livre. Donc, moi, mon sentiment, c'est que toute problématique aujourd'hui doit partir sur des considérations d'évaluation économique. Ouais. Or, il n'y a jamais eu une étude économique de la culture en Martinique. On n'a jamais travaillé sur l'identification des axes de développement, des soutiens des professions. Tout à l'heure, tu parlais de la restauration. Eh bien, aujourd'hui, les scènes musicales, c'est la restauration. Ce sont des restaurants qui emploient des artistes. On parlait également dans l'environnement législatif. Tu parlais tout à l'heure d'adaptation. Eh bien, là aussi, il y a une réflexion à faire sur les conditions d'emploi des artistes, les conditions, si vous voulez, de développement. Et puis, il y a plein de sujets. Il y a le tourisme. Camille Larcière avait créé un dispositif qui s'appelait « Soutien aux artistes en espace touristique ». C'était quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, tel dispositif n'existe pas. Et l'art, la peinture, la littérature, la musique, la danse, qui devraient inonder notre tourisme, ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai envie de dire, on crée des outils. Alors, la mauvaise parole dit que dès qu'on pose un problème à Macron, il crée une commission. Et je crains que ce soit pareil ici. Parce qu'on crée des outils, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va produire? Quand ce sous-secteur de la filière du spectacle vivant pose un problème de subsistance et on y répond de manière un peu floue, je pense. Donc moi, je crois qu'il y a aussi une histoire ici. Il y a eu le corps musical. Nous avons créé avec Don Miguel le Bureau Export Culture. Personne ne nous a soutenus. Nous avons été à Jazz à Vienne avec notre formation Begin Jazz. 5 ans après, nous existons. Personne ne nous soutient. Vous voyez, le nombre d'artistes antillais qui sont en France et qui font le va-et-vient, parce que le marché culturel, depuis le début des années 1900, ça toujours avec Stélio, il y a toujours un marché France-Antilles. Quelle perspective d'évaluation que nous avons fait sur ça? Donc, moi, je crois que tout le temps qu'il n'y a pas une appréhension économique de la culture dans sa diversité, il n'y aura pas de développement. Vous voyez, les industries culturelles et créatives, aujourd'hui, s'imposent et alimentent l'économie. Et on ne semble pas l'avoir compris. Je ne vais pas être trop loin. Pour terminer, je vais citer un propos d'ailleurs d'un homme célèbre qui fait des interventions régulières sur les télévisions et qui dit que nos élus n'ont pas la culture économique. À plus forte raison, la culture de l'art dans l'économie. Nous ne sommes toujours pas capables de faire un festival international. Hein. Vous voyez, alors, on parle de conservatoire. Il faut espérer que ça va fonctionner. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, le professionnel, je me pose des questions. En 40 ans, j'ai publié énormément d'articles sur l'économie culturelle. Je fus peut-être, je le dis modestement, celui qui a révélé l'idée d'économie culturelle.
Gérard Darling-Carton s'est connu comme ça, parce qu'un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Christian, on nous fait. Tu vois? Et je n'ai jamais été appelé par le pouvoir ici pour pouvoir travailler. Terminé, juste un dernier mot. À la première élection de la collectivité, j'ai rencontré le président actuel au François dans une conférence. Il m'a dit, alors la culture. Je lui dis, l'économie de la culture. Il est monté après, il a dit, j'ai rencontré un ami, je lui parlais de la culture, il me parlait de l'économie de la culture. C'est dans ce sens que nous irons. Et je n'ai jamais rien vu. Mais ça va commencer maintenant. Je n'ai jamais rien vu. Il a participé lui-même. Donc voilà, donc c'est ce que le message me Il faut espérer que cette mobilisation va générer une dynamique réflexive sur la culture, son innovation, l'innovation, l'économie de la culture, l'identification du nombre d'acteurs. Quel est le nombre d'acteurs qu'il y a ici? Quels sont les intermittents? Combien d'entrepreneurs de spectacles il y a? Combien de gens embauchent des gens? Enfin, c'est tout ça quoi, qui me semble utile. Voilà. Je voulais faire le point pour dire que je suis totalement, en tant qu'animateur de cette émission, dépassé par les sujets, dépassé par ce qui les traite, dépassé par le temps. Mais pour la première fois, on va vaillamment dépasser le temps qui nous est alloué. On a le droit. C'est une partie de notre salaire. On contribue assez. Mais oui, on contribue assez à cette chaîne. Nous sommes les plus réguliers dans le temps. On traite de l'afro-futurisme et du caribéano-futurisme tranquillement, sans avoir les parties du corps serrées, parce que. Enfin... D'accord. Ben écoute, je te remercie. Alors déjà, je veux saluer la constance et le suivi dans les sujets, parce que il n'y a pas si longtemps, tu avais confié à Frédéric le soin de traiter de l'afro-pessimisme. Oui. Et donc, je trouve tout à fait intéressant qu'aujourd'hui, nous parlions de l'afro-futurisme et du caribéano-futurisme. Et alors, en fait, la réflexion déjà, la première qu'il faut avoir, c'est que l'évolution du monde et l'évolution fait que de génération ou bien sur un laps de temps de 40 ans, il y a une évolution de je dirais, de la pensée créatrice culturelle et politique. Et de la même façon qu'il y a eu la négritude, il y a eu la pensée d'Édouard Glissant, il y a eu Chamoiseau, il est normal, je dirais, qu'on arrive à de l'afrofuturisme et qu'on l'applique aussi à la Caraïbe. Parce que, en fait, les sociétés sont vivantes. Et les sociétés, donc, dans la création, dans la créativité, on s'appuie sur ce que les autres ont produit avant et qui font qu'on se construit. Et il est évident que l'individu martiniquais, caribéen de 2025 n'est pas celui de 1945 ou de 1930. Et donc, par conséquent, moi, je crois que c'est un signe du dynamisme, parce que face à ceux qui considèrent qu'il n'y a plus de progrès de la pensée, qu'il n'y a pas de projection dans la création de la société, c'est faux. Et donc, alors, l'afrofuturisme qui est plus... si on peut parler de vieux, plus ancien, il intéresse, je dirais, la sphère culturelle hexagonale européenne, tant et si bien que les artistes ont de plus en plus accès non seulement aux publications, mais à l'exposition. Et c'est une façon de penser au niveau culturel et philosophique, parce qu'il y a une notion philosophique sur comment utiliser à la fois l'histoire, mais également les sciences, pour pouvoir concevoir l'avenir. En ce qui concerne les Caraïbes, c'est un mélange entre le poids, ne pas faire du poids du passé, du traumatisme du passé, un boulet, mais l'utiliser pour faire une projection pour l'avenir. Et cette pensée me paraît, par rapport à tous ceux qui ont tendance à faire du passé, non seulement un boulet dont on ne sort jamais, non seulement, je dirais, un terrain sur lequel indéfiniment on va ressasser notre qualité de victime, mais d'utiliser comme une force pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et l'une des personnes les plus caractéristiques de ce courant, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, c'est Michael Rock. Michael Rock qui a... Si tu veux, moi, je revendique d'être effectivement, de suivre. Et ce n'est pas toujours facile, mais il a un univers qui est un univers, mais d'une richesse
extraordinaire. Il a alors, les 2 livres, c'est Thé marron et La ville emmêlée, c'est le dernier. Mais il y a à côté de ça, à côté de ces ouvrages, il y a beaucoup de publications dans les revues françaises. Et il y a aussi, il n'y a pas que ce courant littéraire, parce que ce courant littéraire est accompagné de la création d'artistes, que ce soit en art contemporain, que ce soit en art visuel, que ce soit en prestation. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que cela commence à faire l'objet d'études, par exemple à l'Université de Paris 8, à l'Université de Strasbourg. Et donc, l'on considère que la vision, et qui est une vision, j'insiste beaucoup, caribéenne, c'est-à-dire que elle va intégrer la vision des Caraïbes, aussi bien anglophones que hispanophones que francophones. C'est-à-dire qu'on pourra aussi bien avoir des Antillais, Martinique, Guadeloupe, mais également haïtiens, mais également de la Jamaïque, de Trinidad ou de Sainte-Lucie. Et donc, il me semble que c'est une façon de nous réapproprier enfin ce qui nous constitue. C'est-à-dire que nous sommes issus d'une histoire douloureuse, tout ce qu'elle veut, mais c'est qui nous a constitués. Et ça nous donne, Glissant le disait déjà, que ce tout-monde que nous représentons nous permet d'appréhender toutes les facettes du monde. Et moi, je trouve que Michael Rock et son équipe, ils nous donnent des outils conceptuels, culturels, dans l'imaginaire. Parce que sans l'imaginaire, parce que tu parlais d'économie, on parle d'économie, mais il n'y a pas que ça dans une société. Qu'est-ce qui va faire le lien, qui va faire que des personnes qui sont issues d'histoires différentes, qui ont des réalités différentes, vont avoir envie de se retrouver ensemble pour pouvoir construire un pays dans lequel ils se reconnaissent? Ben, c'est l'imaginaire créole, c'est la culture, c'est les productions culturelles. Et donc c'est pour ça que nous avons infiniment besoin de poètes, de musiciens, de peintres pour pouvoir nous aider à sublimer notre passé, notre réalité pour nous projeter dans l'avenir qui n'est pas un avenir barré, qui n'est pas un avenir qui soit une catastrophe, mais qui peut être, si nous le voulons, si nous le décidons, qui soit un avenir qui soit dynamique, constructif, dans lequel nos enfants puissent être heureux de vivre. On n'a pas encore tout à fait pris le chemin, mais on a des outils pour pouvoir nous y aider. Oui, Eddy. Je rajouterais, même si ça va faire sourire l'auteur, je rajouterais dans la liste des auteurs qui participent à ce mouvement, Serge Tali. Il ne faut pas l'oublier, avec les guerriers du temps. C'est exactement ce qu'il a écrit. Tu as raison, mais tu as raison. Oui, Voilà. tout à fait. Monsieur, je vous arrête parce qu'on peut exagérer, mais pas trop. Musique, jingle. Bon, eh bien, musique. Oui. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un combattant, quoi. Il s'appelle Alfred Varras. Il y a très longtemps qu'Alfred Varras s'est investi. Alors, Alfred Varras, il a connu une enfance très difficile. Son père est décédé, il avait 9 ans. Et il se retrouve avec 9 femmes chez lui. Il a vécu avec que des femmes. Voilà. Son premier groupe a été les Gentlemen. Alors, j'ai sélectionné la pochette. On le voit à peine là. Alfred, il est assis sur un rocher. Parce que les Gentlemen, il y avait Ralph Tamar, il y avait Maurice Marie-Louise, il y avait Romul Pinel, il y avait Maurice Sonnel, Jojo Lise. Ça, c'était un groupe et ils avaient déjà un succès. Et ça a été, à ma connaissance, l'un des premiers groupes d'Alfred Varras. Et puis après, si vous voulez, il a participé à Qui m'a foutillé ça? Parce que quand il est parti en France, il y a une pièce de théâtre qui s'appelait Qui m'a foutillé ça? Avec Joby Mendabé qui a fait un succès incroyable. Et c'est dans cette circonstance qu'il a connu Aimé Césaire. Et Aimé Césaire est venu lui le voir. Il lui a dit, ce serait bien que vous veniez au pays pour enseigner le tambour au Cermak. Voilà. Alors, on va écouter un premier titre de lui, parce que, alors, j'aimerais vous dire aussi qu'Alfred, il raconte aussi qu'il a été batteur de spectacles de striptease. Dans sa carrière. Oui, dans sa carrière. Mais il dit qu'il n'a jamais glissé, quoi, sur la peau de madame. Il n'a jamais regardé. Il n'a jamais regardé ça. Il faut dire que son éducation était tellement liée au respect de la femme, ce qui va se retrouver dans sa musique, puisque l'un des titres fondamentaux, c'est « Femme faite pour respecter voilà. », qu'on va un petit peu découvrir, et on va découvrir encore tout à l'heure.
derrière moi. Patak, patak, ti bois. Son tamboulate dans son moi. Elle est tout comme des cagoniers. Casse-moi pas tenir en tamboulélé. Tomatako, voilà coton, son tamboula. Alors, là, on a écouté, le premier album, c'était Les Gentlemen. Oui, et en c'est fait. un titre de Henri Guédon, effectivement, son tamboula que les Gentlemen interprétaient. Alors, je vous ai dit qu'il a créé le groupe Diffé en 1978, dans lequel il y avait 4 femmes. Hein, ça prolonge un petit peu sa démarche. Il y avait Jeanne au piano, il y avait Monette Duval, Flora Pétricien et Rosie Varas. Alfred Varas a été aussi celui qui a créé le premier gala de la chanson féminine. Encore une fois, si vous voulez, son environnement l'a conditionné un petit peu. Alors, on va voir si on peut découvrir Femmes pour respecter ou encore peut-être des images du groupe Diffé. Société accouchant, femme non mariée Adam. Société à porno, non non marié tout. Non monsieur, non monsieur, non monsieur pas quoi ça. Non monsieur pas quoi ça. Non monsieur, non monsieur, non monsieur pas quoi ça. Non monsieur pas quoi ça. Alors là, vous avez bien entendu les paroles. Hein. C'était un moment donné où effectivement, il fallait revendiquer par rapport à l'éthique, par rapport à, vous voyez, aux vertus. Et il disait société à cochon, l'homme l'en marie Adam. Société à porno, femme l'en marie tout. Parce qu'en ce temps-là, on se mobilisait contre le fait de voir des femmes presque toutes nues qui vendaient des voitures. Vous voyez, enfin, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Mais il y a un mouvement culturel qui, effectivement, exprimait son opposition à tout cela. Alors, Alfred Varas, c'est aussi des messages pour la communauté, pour son pays, pour son peuple. Alors, il parle beaucoup de mon peuple, il est un peu fasciné par son peuple. Et je vous invite à découvrir une nouvelle chanson également du groupe Diffé. Alfred Varas a été à l'origine du corps musical. Tout à l'heure, j'en parlais, c'est l'un des premiers mouvements qui a essayé d'avoir un site qui s'appelait Le Morne, avec Jobé Bernabé, avec Jean-Claude Montredon. Ils ont voulu effectivement créer les outils pour pouvoir. Alors, on va découvrir, Alfred Varas, c'est beaucoup d'expérience aussi. On va le découvrir dans la Jao Jazz. Alors, je vais vous proposer aussi une nouvelle vidéo qui s'appelle Musique et thérapie, tambour et thérapie, le tambour de l'âme. C'est aussi une démarche d'Alfred.
ça pour vous montrer un petit peu l'exploration de l'individu à travers ses recherches. C'est pas un gars qui fait de la variété, voilà, il a un autre regard. On va terminer avec Femme faite pour respecter aussi, de Rosie, qu'il a chanté avec Rosie Varas, et qui a marqué quand même un pas significatif dans si vous voulez, dans cette revendication, quoi, pour pouvoir honorer la femme. Je pense que tu vas continuer à nous trouver des perles comme ça. Mais écoute, il y a des gens qui se sont investis, quoi. Alfred, c'est pas un succès. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'il a un itinéraire qui est assez original et qui témoigne de son amour pour sa musique. Et il est toujours vivant. Ouais. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous, toi, dans 15 jours, les autres la semaine prochaine. Enfin, pas moi. Ah, bah oui. Oui. Bon, nous allons régler nos petits comptes après. Merci pour cette trop longue émission. À la semaine prochaine.